Bienvenue sur Ways of Blooming, un podcast pour s'épanouir personnellement, spirituellement et dans sa relation à l'autre. Je m'appelle Annabelle, je suis psychopraticienne et thérapeute de couple et dans ce podcast, j'aborde des sujets qui me passionnent à la fois personnellement et professionnellement. Alors nous entrons dans l'automne, dans les saisons sombres de l'année, les saisons qui sont liées à l'obscurité, à la noirceur, aux feuilles mortes, aux arbres dénudés, aux bougies, au chocolat chaud au coin d'un feu, aux citrouilles, aux longues soirées près de la cheminée. Tu l'auras compris, moi j'aime bien ces saisons sombres, surtout particulièrement l'automne, que je trouve une saison très cosy. Mais aujourd'hui, je veux particulièrement parler de comment ces saisons sombres sont liées à notre propre obscurité intérieure. Alors je vais parler aujourd'hui du travail sur l'ombre et du concept de l'ombre selon Carl Jung et de comment ce concept peut nous aider à mieux nous comprendre nous-mêmes et surtout comment est-ce qu'on peut intégrer son obscurité, intégrer sa noirceur, son ombre pour devenir une personne plus complète, plus consciente. En anglais, on appelle ça le shadow work, le travail sur l'ombre. Et c'est ce concept-là que j'aimerais introduire aujourd'hui dans cet épisode automnal qui est, je pense, est une saison idéale pour introduire ce concept puisque nous avons Halloween qui arrive bientôt. Et Halloween, j'en parlerai plus tard, est une super métaphore pour ce fameux travail sur l'ombre. Alors la psychologie psychodynamique qui a été innovée on dira par Freud et ensuite développée par la suite par Carl Jung, qui est un psychanalyste très connu, suisse d'ailleurs, elle nous enseigne que nous possédons tous à l'intérieur de nous plusieurs polarités. Tout comme le monde qui nous entoure est fait de dualité, le jour, la nuit, le haut, le bas, la lumière, l'obscurité, le masculin, le féminin, le bon, le mauvais. Nous aussi, dans notre psyché, nous possédons cette dualité, cette polarité. Et ceci est aussi inspiré des traditions anciennes, notamment le taoïsme, qui a introduit le concept du yin et du yang. Donc tu connais sans doute ce symbole du yin et du yang, qui est le symbole des opposés complémentaires. L'hindouisme aussi a des dieux hindouistes qui sont des dieux qui représentent ces dualités intérieures. Et c'est important de mentionner que Jung a beaucoup étudié ces traditions anciennes, notamment le taoïsme et l'hindouisme, pour développer aussi ses propres théories. Alors, le concept dans tout ça, c'est que quand nous venons au monde, nous possédons tous cette dualité, ces polarités intérieures, et nous sommes des êtres complets, mais à travers le processus de civilisation, petit à petit, on finit par juger certaines de nos parties intérieures comme mauvaises et les réprimer. On en vient finalement à renier certaines parties de nous-mêmes pour être un être qui est civilisé. C'est ça qui nous permet de vivre dans une société civilisée, c'est qu'on a des règles, on a une morale, et c'est très bien, c'est une bonne chose évidemment. On a une justice, et on ne peut pas simplement vivre selon toutes nos envies les plus primitives et primaires. On ne peut pas juste se balader et aller se balader nu et aller égorger son voisin parce que ça nous chante. En tout cas, pas en toute impunité. Et donc, évidemment qu'il y a une raison derrière tout ça et que c'est très bien qu'on doit apprendre à contenir certaines parties plus primitives de notre psyché. Mais le problème, c'est que ce que nous refoulons ne disparaît jamais vraiment, puisqu'on ne peut pas supprimer une partie de son être. On ne peut pas supprimer et simplement essayer de se détacher d'une partie de qui nous sommes à la base. Tout comme la lumière n'existerait pas sans l'ombre dans le monde externe, la lumière ne peut pas exister sans l'ombre dans notre monde interne. Et donc, ces parts d'ombre, lorsqu'elles sont niées et reniées, elles continuent de vivre, mais elles sont envoyées dans l'inconscient. Et donc c'est cela exactement le concept de l'ombre que Carl Jung a développé dans sa théorie sur l'inconscient personnel et sur l'inconscient collectif. C'est que toutes ces choses que nous refusons de voir en nous-mêmes et que nous essayons de refouler sont envoyées dans cet inconscient et sont envoyées dans l'ombre. En anglais, le shadow. Et donc ce qui se passe quand en fait on ne reconnaît pas certaines parties de nous-mêmes, c'est qu'on finit par les projeter à l'intérieur.
La projection est un des mécanismes de défense les plus répandus. La projection, ça veut dire que nous disons « moi je suis bon, toi tu es mauvais ». C'est un peu ça le concept, pour la faire simple, de la projection, c'est que je projette sur toi ce qui est en fait en moi. Et donc tout ce que j'ai pas envie de voir en moi, je vais le projeter sur toi et je vais le voir chez toi. Donc tu es mauvais, moi je suis bon. Et souvent comme la manière dont ça arrive. Et c'est là que malheureusement naissent beaucoup des problèmes qu'on rencontre dans notre monde. Les problèmes de conflits géopolitiques, les problèmes de violence, les guerres, nos drames intimes. Beaucoup de ces problèmes-là sont liés à la projection. C'est que nous projetons notre ombre sur l'extérieur, sur les gens autour de nous, sur les communautés étrangères, sur peut-être les gens que nous jugeons différents. Enfin, il y a des milliers de manières de projeter son ombre. Et c'est un mécanisme dont chaque être humain est véritablement victime. C'est sans distinction. Un exemple marquant qu'on peut donner, c'est la fameuse chasse aux sorcières qui a existé dans le passé, celle qui a été dirigée par l'Inquisition, par la religion en partie. C'était un bon exemple d'ailleurs à donner quand on se rapproche de Halloween, puisque la sorcière est un personnage très marquant dans Halloween, un déguisement qui est beaucoup utilisé par les jeunes et les moins jeunes, et surtout un personnage et un archétype très fort, l'archétype de la sorcière. Et donc voilà, à l'époque, on brûlait les femmes qui étaient considérées comme des sorcières, parce que sans doute que l'ombre était projetée sur ces femmes. Et l'ombre, c'était quoi? C'était cette femme, cette sagesse féminine, cette sagesse intuitive, cette partie peut-être plus sauvage et plus indomptable de la psyché féminine, cette force primordiale, un peu érotique même, puisque l'érotique est beaucoup lié à la pulsion de vie, la pulsion primaire. La sorcière peut représenter ces qualités-là. Et donc, puisque beaucoup de ces qualités de la sorcière étaient réprimées chez la femme, eh bien elles étaient projetées sur ces femmes qui avaient l'air de les incarner, et puis c'était jugé comme mauvais, comme diabolique potentiellement même. Et voilà, on est venu jusqu'à brûler toutes ces femmes parce que c'était impensable d'accepter ces parties comme positives et comme acceptables, tout simplement. Alors évidemment, la chasse aux sorcières, c'est un exemple parmi des milliers d'autres exemples de comment est-ce qu'on peut projeter son ombre et finir avec des massacres, finir avec des guerres. Mais voilà, c'est un exemple qui est bien sûr dans le thème de Halloween, puisque comme je l'ai dit, la sorcière est un grand symbole de Halloween. Et donc ça, c'est important de mentionner aussi que cette ombre, elle n'est pas uniquement personnelle, mais ça peut être une ombre collective. Ça devient une ombre collective quand on a une société entière qui refuse d'accepter sa propre ombre, qui refuse d'accepter certaines parties d'elle-même, en société en général. Et donc c'est là que l'ombre collective va naître et qu'on finit avec des mouvements collectifs intenses et très violents. Et donc, à travers un processus qu'on dit de réintégration de ces parties refoulées et de son ombre, on peut devenir une personne plus entière, plus complète et plus consciente. Puisqu'à partir de là, on n'a plus besoin de projeter ces parties reniées et refoulées sur des gens autour de nous, et on peut simplement s'accepter comme on est, s'accepter avec ses parts de lumière et d'obscurité, et donc devenir plus conscient. C'est ce qu'on appelle en anglais du coup le shadow work, le travail sur l'ombre. C'est cette réintégration de ces parties refoulées. Et il est important de mentionner aussi que l'ombre peut aussi être positive. On appelle ça le golden shadow en anglais, l'ombre dorée, puisque ça peut aussi faire très peur d'entrer en contact avec les parties de nous-mêmes qui sont nobles, qui sont fortes et puissantes et qui ont un potentiel énorme de succès et de création. Donc voilà, l'ombre n'est pas uniquement entièrement obscure et négative, ça peut aussi être toutes les parties très positives, très lumineuses, qui font aussi très peur, et donc qu'on renie aussi également. Et je fais le parallèle avec le shadow work, le travail sur l'ombre, et les saisons sombres, notamment l'automne et l'hiver, parce que les saisons sombres sont en fait la représentation externe de cette obscurité. Et je trouve ça aussi très intéressant que pour beaucoup de personnes, les saisons sombres sont des saisons négatives en fait. Alors, c'est marrant parce que sur mon algorithme personnel d'Instagram, l'automne est très mis en avant, et très célébré et très romancé, mais je sais qu'en tant que société collective, on a quand même tendance à trouver ces mois-ci plus négatifs en général. Parce que là, il y a moins de lumière, parce que généralement, ça nous force aussi à ralentir un petit peu, à être un peu plus dans l'introspection, dans la lenteur.
Et donc, en tant que société collective, ce sont des choses qui peuvent être inconfortables. Et je trouve ça intéressant que même j'y réfléchissais l'autre jour, que la manière dont on voit le mauvais temps, quand il pleut par exemple, quand il fait gris, ben on appelle ça le mauvais temps, on dit qu'il fait moche. Et rien que par l'utilisation de ce langage, en fait, on y voit quelque chose de négatif. Et je pense que c'est un parallèle intéressant à faire avec justement nos émotions plus sombres, comme la tristesse, la colère, la nostalgie, la solitude. Toutes ces émotions un peu plus lourdes, un peu plus sombres, on les voit souvent aussi comme plus négatives et donc à renier. Donc c'est intéressant ce parallèle, je trouve, comme on renie l'obscurité extérieure, on renie aussi cette obscurité intérieure. Et donc, tout comme on peut apprendre à mieux accueillir ces saisons plus sombres, par exemple en y apportant plus de romance, en les romançant un petit peu. Moi, j'adore utiliser justement de la décoration comme là, un peu automnale, parce que c'est une manière pour moi de rendre ces saisons un peu plus gaies, un peu plus romancées. Et ben, on peut apprendre aussi à apporter plus de lumière et de romance dans son obscurité intérieure. Alors, je vais donner des exemples concrets de personnes, de comment est-ce que l'ombre peut se manifester chez une personne réelle. Parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant finalement, c'est comment est-ce que ça peut se manifester dans la vie de tous les jours chez quelqu'un d'humain. Un exemple très facile à donner, le garçon timide qui ne parle pas beaucoup, qui est souvent assis au fond de la classe, qui a très peu confiance en lui, mais qui a l'air tout gentil comme ça, qui est toujours extrêmement poli avec tout le monde, et qui un jour finit par faire une tuerie dans son école. Un exemple très triste, évidemment, mais un bon exemple, je pense, très simple à donner de une ombre qui était bien présente, mais qui était simplement camouflée. Parce que ce garçon avait cette ombre très 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 forte à l'intérieur, mais qu'il n'avait jamais vraiment exprimée ou mis en avant. Il se cachait derrière cette timidité, derrière cet aspect tout gentil, mais en fait, elle était bien là. Un exemple un peu similaire, mais moins extrême que celui-ci, c'est la personne qui, en apparence, émane la gentillesse et la douceur, qui fait toujours tout pour les autres, qui est extrêmement généreuse et qui a cette tendance à beaucoup s'identifier en tant que bonne personne. Alors moi, je trouve ça toujours un peu un petit red flag quand quelqu'un s'identifie beaucoup avec le fait d'être une bonne personne, parce que justement, généralement, pour moi, c'est une indication que potentiellement, il y a une ombre qui est passablement refoulée. Et donc pour revenir du coup sur cette personne-là, tu as peut-être déjà été au contact de cette personne-là, peut-être que tu t'identifies toi-même comme ça, mais c'est une personne du coup qui a l'air très gentille en apparence, et puis tout d'un coup, elle fait un commentaire extrêmement passif-agressif. Tout d'un coup, il y a une pique qui est lancée et qui est extrêmement incisive, et c'est comme si c'était venu de nulle part. Un peu choquant, parce que justement on s'y attend pas forcément venant de cette personne-là, mais ça c'est un exemple typique de l'ombre qui se ressort par la porte de derrière. Parce que c'est une personne qui en fait a une agression profonde mais qui est simplement reniée et camouflée, et donc cette agression ressort en passif-agressif puisqu'elle n'est pas intégrée et puis elle n'est pas consciente, et ben elle ressort de l'inconscient. Et donc en apparence cette personne-là est extrêmement gentille, douce, et puis se considère comme toute gentille, toute douce, mais en fait l'ombre va ressortir comme ça par derrière. Et donc ça peut être des pics d'humour qui sont en fait une critique déguisée. On a tous déjà vécu ça. Ah, c'était juste de l'humour. Les petits commentaires qui lancent des dagues, les compliments à double tranchant, où tu ne sais pas trop comment réagir parce que c'est censé être un compliment, mais en fait c'était vraiment une critique. Je pense que tu as déjà rencontré une personne comme ça. Peut-être, comme j'ai dit, que tu t'identifies même comme ça. Et c'est une bonne chose, en fait, si tu arrives à reconnaître ces traits-là chez toi, parce que, de nouveau, c'est une première étape, c'est de réussir à reconnaître ces comportements pour mieux les conscientiser. Mais tout ça pour dire que quand on est en présence de quelqu'un comme ça, généralement, on se sent un peu bizarre. Il y a un peu un malaise qui se crée parce que on se demande presque si on ne sait pas nous qui sommes en train d'inventer. Parce que la personne présente une façade tellement chou, tellement cute comme ça. Et puis tout d'un coup, il y a cette pique incisive et on se demande, mais est-ce que c'est moi qui suis folle? Est-ce que c'est moi qui lit entre les lignes? Mais en fait, c'est vraiment cette ombre qui est en train de ressortir et comme je l'ai dit, qui ressort par l'inconscient et donc par la porte de derrière. Malheureusement, ça peut être beaucoup plus dangereux, justement, quand l'inconscient ressort par la porte de derrière. Parce que c'est là que la violence peut être explosive, puisqu'elle n'est pas conscientisée tout d'un coup.
la psyché a trop de... comme une cocotte minute en fait. C'est vraiment ça, une bonne image, c'est... on est en train de faire bouillir de l'eau et puis en fait ces anciennes bouilloires, voilà l'exemple des anciennes bouilloires qui font ce bruit quand l'eau est en train de bouillir, il y a la fumée qui sort, bah, c'est exactement ça, c'est qu'au bout d'un moment il y a trop de tension dans la psyché et donc l'énergie a besoin de ressortir quelque part. Le problème c'est que l'énergie peut être très violente quand elle est ressortie. Un autre exemple, le bon père de famille qui s'est toujours sacrifié pour les autres, qui a toujours tout fait pour sa famille, qui a toujours été un père, un mari exemplaire, mais dans ce sacrifice de lui-même, et donc qui a toujours sacrifié ses propres besoins à lui pour le bien des autres, mais qui, à ses heures perdues, va aller voir des prostituées pour se soulager, pour se défouler. Évidemment, sa femme n'est pas au courant. Et donc... ça, c'est aussi un exemple de justement cette ombre, cette partie de lui-même plus peut-être primitive qu'il n'arrive pas à exprimer, qu'il n'arrive pas à montrer à quiconque, même pas à sa propre femme. Mais cette énergie a besoin de sortir quelque part et donc pour lui, elle sort en allant voir des prostituées et en allant tromper sa femme. Et d'ailleurs, l'infidélité, c'est un bon exemple aussi de... souvent, ça peut être une répression de certaines parties de nous-mêmes. Et particulièrement dans la relation amoureuse, une répression où on n'arrive pas à montrer certaines parties de nous-mêmes à notre compagnon ou à notre compagne. Et donc, malheureusement, la tromperie est une manière d'exprimer ces parties de nous-mêmes avec quelqu'un d'autre. C'est juste que voilà, on le fait de manière malsaine parce qu'on le fait par la porte de derrière, une fois de plus, et sans être dans la vérité et dans l'honnêteté. Et donc tout ça, c'est des exemples de finalement ce refoulement de l'ombre et au bout d'un moment, la pression devient trop intense dans la psyché et cette énergie a besoin de s'exprimer quelque part. Et c'est là que malheureusement, cette énergie va malheureusement souvent s'exprimer de manière malsaine. Si elle n'est pas conscientisée, elle va s'exprimer à travers la tromperie, le mensonge, l'agression, peut-être même la violence intense, parce que tout ceci n'a pas été conscientisé, n'a pas été accepté. Et donc le but, à travers tout ça, à travers la réintégration de son ombre, à travers le shadow work, c'est de pouvoir donner voix et exprimer son ombre de manière clean, de manière saine, sans se faire du mal et sans faire du mal aux personnes autour de nous. Donc ça ne veut absolument pas dire qu'on va devenir une mauvaise personne qui est entièrement obscure. Au contraire, ça veut dire qu'on devient une personne plus complète, plus entière, qui n'est pas dirigée par son inconscient, mais qui est dirigée par sa conscience. Alors comment faire ce travail sur l'ombre, ce shadow work? Je vais donner quelques exemples aujourd'hui. Évidemment, je ne pourrai pas parler de tout parce que c'est un sujet complexe qui peut être très unique aussi parce qu'on est tous des individus, on a tous un historique unique, on a une personnalité unique, donc ça peut aussi être un travail très personnel. Mais un exemple que je peux donner, c'est l'exemple de l'art, la créativité, le rituel et la symbolique. Et d'ailleurs, c'est exactement les choses qui sont mentionnées dans ce livre que je te conseillerais de lire si jamais tu veux aller plus loin sur ce sujet-là. Ce livre qui s'appelle Owning Your Shadow de Robert A. Johnson, c'est un psychanalyste jungien. Et donc il a écrit d'autres livres aussi au sujet de la thérapie et de l'analyse jungienne. Donc là, il parle justement de comment intégrer son ombre. Et il parle notamment de ce dont je vais parler maintenant, qui sont ces rituels et cette créativité. Je ne crois pas qu'il est en anglais malheureusement, donc voilà, il va falloir le commander en anglais si tu souhaites le lire. Donc tout ça pour dire que c'est bien connu que les artistes, souvent à travers l'histoire de l'humanité, ont exorcisé leurs démons à travers leur art et ont exprimé ces parties plus sombres et difficiles à travers leur art. Parce que c'est une belle manière, en fait, de channel toute cette énergie qui est dans la psyché et de la mettre à travers quelque chose de positif, de créatif et de productif. Parce que l'art, c'est littéralement une manière d'exprimer tout ça, d'exprimer tous ces ressentis intérieurs. Et en plus, c'est une manière très saine de le faire puisqu'on crée des belles choses, on crée des choses inspirantes, on crée des choses qui vont toucher les gens autour de nous, qui vont toucher un public. Donc c'est vraiment la créativité, c'est une des meilleures manières de parler de shadow work, c'est la créativité. Et ça peut passer aussi notamment par le théâtre. C'est un très bon autre exemple qui me parle d'autant plus à moi parce que je fais de l'impro. Mais le théâtre, c'est littéralement pouvoir incarner des personnages nouveaux qu'on n'oserait sans doute pas incarner dans sa vraie vie, mais qu'on ose incarner sur scène. Et donc on peut donner naissance à des parties de nous qu'on n'oserait jamais exprimer dans la vraie vie, mais
sur la scène du théâtre, tout est permis, on a le droit d'exprimer ces choses-là. Et moi, comme j'ai dit, je fais de l'impro et c'est une des choses que j'adore dans l'impro. C'est cette expression de choses qui peut-être ne seraient pas autorisées à exprimer dans la vraie vie. Je pense d'ailleurs récemment, on avait fait des scènes dans mon dernier cours où moi j'avais incarné une femme qui sortait d'un asile psychiatrique et qui était totalement folle, pour utiliser ce mot, qui était vraiment folle au sens propre du terme, c'est-à-dire que voilà, elle débloquait totalement, et puis j'ai pu incarner ce personnage-là, et c'était hyper fun pour moi de faire ça, parce que ça a ce côté vraiment libérateur, de pouvoir donner vie à ces parties qui finalement sont bien vivantes en nous quelque part, mais qui sont tellement tabous. Ça aussi, le tabou, quand on est au contact du tabou, on sait qu'on est généralement au contact de l'ombre, parce que le tabou, c'est ce qu'on essaie de réprimer en tant que société généralement. Et voilà, donc le théâtre, c'est vraiment... Le théâtre et l'impro, c'est aussi des beaux exemples de comment donner vie à ces parties réprimées. Et j'en viens justement à aussi Halloween. Halloween, pour moi, c'est un rituel de l'ombre, littéralement. On donne vie, en fait, on se déguise en monstre, en sorcière, en fantôme, en mort-vivant, et on donne vie à ces parties négatives et sombres et qui font peur. Et on s'autorise, même en tant qu'adulte, en fait, à jouer avec ça et à devenir un peu ces personnages maléfiques. Et donc, pour moi, c'est vraiment un rituel de l'ombre, ce Halloween, parce que c'est une manière d'incarner l'obscurité et de se l'approprier d'une manière ludique, d'une manière safe, d'une manière saine et d'une manière créative. En fait, c'est que gagnant là-dedans, parce que on fait de mal à personne, on est dans le jeu et on est dans l'expression de parts plus sombres. Donc c'est vraiment, je trouve ça trop juste gagnant en fait de pouvoir avoir ce genre de rituel collectif. On exprime ça à travers des festivals, des rituels, des fêtes comme ça. C'est vraiment beau. Et puis l'écriture aussi, le journaling, ça peut être une belle manière de réussir à donner vie et donner expression à ces parties refoulées ou plus sombres, parce que notamment l'écriture intuitive et libre, c'est une manière d'exprimer tout de manière non filtrée, parce que généralement, voilà, dans notre vie de tous les jours consciente, on a beaucoup de filtres, donc l'écriture intuitive, ça permet de juste tout déverser sans passer par le conscient, et c'est là que l'inconscient peut sortir sur le papier. Donc un exemple un peu concret que je peux donner, c'est par exemple après une rupture qu'on peut avoir vécue ou bien une trahison, au lieu de faire semblant que tout va bien et qu'on n'a aucune colère, parce que généralement on a forcément de la colère après une rupture ou une trahison, c'est tout à fait normal, mais je sais que ça peut être difficile de s'autoriser à l'exprimer cette colère, on peut par exemple la déverser à travers du free writing, en écrivant une lettre par exemple, une lettre de haine envers son ex, qu'on n'enverra jamais, et qu'on va potentiellement même brûler peut-être après. Brûler ou bien juste la mettre quelque part cachée dans notre maison. Ça, c'est un exemple d'un rituel de l'ombre, parce que c'est un exemple d'un rituel où j'exprime cette colère que j'aurais peut-être pas osé exprimer autrement. Et puis le sport, c'est un autre bon exemple de comment est-ce qu'on peut donner potentiellement expression, notamment à son agressivité. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, justement, qui utilisent le sport, notamment pour exprimer ces parties peut-être plus primitives d'eux-mêmes, cette agression. On voit ça d'ailleurs très bien dans tous les sports collectifs, le foot, le rugby, c'est des sports violents. Et c'est des sports violents où même les supporters peuvent devenir violents, peuvent devenir passionnés comme ça. Et puis ils sont dans une sorte d'arène en fait. Et c'est un bon exemple de finalement comment est-ce que cette agression plus primitive, plus primaire peut être exprimée de manière saine, puisque c'est dans un sport avec des règles, avec un cadre. Mais ça n'en reste pas moins que ça peut être considéré comme un rituel de l'ombre aussi finalement. Donc le sport, c'est je pense une bonne manière. D'ailleurs, c'est connu que beaucoup de gens utilisent ça pour se défouler littéralement. Donc après, si on veut littéralement se défouler, on peut faire un sport plus combatif justement, comme la boxe par exemple. La boxe, clairement, c'est littéralement se défouler de son agression. Ça aussi, ça peut être une belle manière d'oser exprimer certaines de ces parties plus sombres. Et puis, il faut quand même que je mentionne aussi le sexe. Parce que le sexe est une des activités évidemment les plus primitives qui existent en tant qu'être humain. Et on sait bien que la répression sexuelle a existé depuis tous les temps, qu'elle existe toujours encore aujourd'hui d'une certaine manière, et que c'est un sujet extrêmement tabou dans la société. Et comme je l'ai dit plus tôt, les sujets tabous, on sait qu'on est au contact de généralement
quelque chose où il y a une forme de répression autour et qu'on est en présence potentiellement de l'ombre collective. Et donc, vu que le sexe, voilà, c'est un des plus grands tabous et que c'est une des activités les plus primitives qu'on peut faire, eh bien, ça fait du sens que le sexe pourrait aussi être utilisé en tant que outlet pour cette expression de l'ombre. Ça pourrait... En fait, le sujet du sexe, ça pourrait vraiment être un épisode entier encore différent parce que c'est un sujet assez vaste, je pense. Mais on peut vraiment, à travers... Si on arrive à en fait incarner sa sensualité et sa sexualité de manière authentique et consciente, je pense qu'on peut faire beaucoup de ce travail sur l'ombre aussi à travers sa sexualité. Parce qu'il y a tellement de parties plus sombres et plus primitives de nous-mêmes qui peuvent être exprimées à travers le sexe, des parties plus agressives, des parties plus dark tout simplement. C'est pas pour rien que le viol est un des fantasmes sexuels les plus répandus chez les hommes et chez les femmes. Alors c'est peut-être inconfortable d'entendre ça, c'est peut-être même inconfortable pour toi maintenant que je le dise, mais c'est la vérité, statistiquement c'est la vérité, et c'est pas du tout pour rien. C'est parce qu'il y a cette violence en fait dans l'ombre qui peut être transmise à travers la sexualité, et il y a une partie de nous qui a envie d'avoir cette expression. Parce que comme je l'ai dit depuis le début de l'épisode, on ne peut pas réprimer cette partie de nous-mêmes. Cette partie de nous-mêmes existe et elle n'est pas mauvaise en soi. C'est juste qu'il faut qu'on puisse l'exprimer de manière saine, de manière efficace et consciente, parce que sinon, justement, elle va être exprimée de manière néfaste et inconsciente, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est là qu'elle va être exprimée avec des vrais viols, avec des vraies violences. Et donc, on peut exprimer cette agression de manière saine et cadrée dans sa relation intime, par exemple. Et ce sera, je pense, bien plus sain que si on fait semblant que ça n'existe pas, si on fait semblant que ça n'est pas là, si on fait semblant que non, moi, je n'ai jamais pensé à ça, et que finalement, on veut à tout prix rester dans tout ce qui est fluffy et cute, et on veut à tout prix rester uniquement une gentille personne qui ne fait jamais de mal aux autres. Et ça amène à une répression. C'est exactement ça, le fond du concept de la théorie de Jung sur l'ombre. Alors pourquoi pas, en tant que première étape, si jamais tu voudrais commencer ce fameux travail sur l'ombre, pourquoi pas commencer par se demander, et même peut-être faire du journaling là-dessus, quelle est l'émotion qui est la plus difficile pour moi d'exprimer? Ça, c'est une question intéressante, parce que on sait que il y a une palette d'émotions qui existe chez l'être humain, et généralement, il y a certaines émotions qui sont plus difficiles pour nous d'exprimer. Moi, je sais que pour moi, c'est la colère. D'ailleurs, je pense que pour beaucoup de femmes, c'est la colère qui est difficile à exprimer. Parce qu'on nous enseigne généralement que c'est pas très féminin d'exprimer la colère, et que c'est plus facile pour nous généralement d'exprimer la tristesse, d'exprimer les larmes que la colère. Mais mine de rien, de nos jours, je pense que beaucoup d'hommes répriment aussi la colère, parce que de nos jours, on dit tellement aux hommes qu'il faut qu'ils arrêtent d'être toxiques ils répriment aussi beaucoup, je pense, leur partie agressive, qu'ils essayent beaucoup de devenir très inoffensifs. Mais bref, ça c'est encore un autre sujet et un autre podcast. Et donc voilà, quelle est l'émotion qui est la plus difficile pour moi d'exprimer? Et comment est-ce que je pourrais commencer à m'autoriser à ressentir cette émotion, et pourquoi pas à l'exprimer un peu plus? Donc si c'est la colère, ça n'a pas besoin d'être à travers des expressions débridées, tu vois, ça peut être des choses toutes simples, comme simplement écrire une lettre tu vois, l'exemple d'écrire une lettre à son ex, ou écrire une lettre à une personne qui nous a blessés, où on ose exprimer la colère. Ça, c'est déjà un pas vers plus d'intégration. C'est déjà un pas vers s'autoriser à la ressentir et à l'exprimer. Et puis, pour aller encore plus loin, on pourrait même se poser la question, où est la violence en moi? Où est-ce que la violence vit en moi? Et comment est-ce que je peux exprimer cette violence de manière saine? Est-ce que ce serait par le sport? Est-ce que ce serait par une création artistique, une expression artistique? Est-ce que ce serait par le sexe, comme je l'ai dit plus tôt? Parce que cette violence, elle vit à l'intérieur de nous d'une manière ou d'une autre. Même si beaucoup de gens aimeraient faire semblant qu'elle n'existe pas chez eux, et qu'elle existe que chez les autres, elle existe chez nous aussi. Même chez les gens gentils, même chez les gens sains, elle existe. Et heureusement qu'elle existe, parce que c'est aussi une énergie créatrice, c'est aussi une énergie qui nous aide à nous affirmer et à nous défendre. Donc c'est important d'avoir ça. Donc voilà, ça peut être des petites questions comme ça à commencer à se poser. Pourquoi pas faire un peu d'écriture libre là-dessus. Et puis, comme je l'ai dit, l'ombre peut aussi être une ombre dorée, c'est-à-dire une ombre vertueuse.
Et pour ça, une bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai tendance à admirer chez les autres, voire à jalouser chez les autres. Parce que ça, de toute façon, c'est toujours intéressant aussi vis-à-vis de son ombre, d'identifier quelles sont les choses que j'admire beaucoup chez les autres, que je jalouse beaucoup chez les autres, que je juge beaucoup chez les autres, parce que tout ce qu'on voit chez les autres, ça nous donne beaucoup généralement d'indications de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans l'inconscient. Par exemple, si j'admire souvent les gens qui sont très charismatiques, qui arrivent très bien à s'exprimer, qui sont très à l'aise en public, si j'ai une très forte admiration envers ça et envers les gens comme ça, bah potentiellement il y a ça qui existe en moi quelque part. Il y a potentiellement en moi cette ombre dorée qui aurait envie aussi de devenir plus comme ça, de plus devenir charismatique, de plus m'exprimer, de plus oser prendre ma place. Et ça existe aussi chez moi. Et comment donc je peux commencer à faire ce travail pour entrer en contact avec cette partie de moi-même. Tout comme si je juge de manière récurrente certains traits de caractère chez les autres, qu'est-ce que ça indique potentiellement chez moi? Si je suis sans arrêt en train de juger les gens, par exemple, qui pleurent facilement, si je les prends pour des faibles, pour des nuls, est-ce que ça indiquerait pas potentiellement chez moi qu'il y a une tristesse qui existe, qui aurait besoin d'être exprimée? Est-ce que si je suis sans arrêt en train de juger les gens qui ont tendance à trop se mettre en avant, entre guillemets, qui justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont charismatiques, qui parlent très fort, qui prennent leur place, si je les prends pour des gens arrogants, qui se la pètent, qui sont imbus d'eux-mêmes, bah, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part chez moi cette partie qui existe aussi, qui aurait envie de s'exprimer, mais vu que je la réprime, eh ben, je la juge chez les autres? C'est intéressant, c'est très intéressant. Alors, c'est pas forcément toujours le cas. Voilà, des fois, on peut simplement avoir un jugement sur quelqu'un qui est réel, qui est juste et qui est bon. Parce que voilà, si je juge un pédophile, ça veut pas dire que je suis pédophile moi-même, ça veut juste dire que voilà, j'ai aussi une morale intérieure. Mais c'est quand même intéressant de se demander, surtout si on a des jugements récurrents qui sont là et qui sont sur des traits de caractère finalement qui sont inoffensifs, entre guillemets. Qu'est-ce que ça indique chez moi? Qu'est-ce que ça indique sur mon ombre? Et qu'est-ce que ça indique sur mon travail et les parties que je pourrais apprendre à mieux exprimer? Alors voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode et je vais entrer dans la conclusion de cet épisode qui est que tout comme il existe cette obscurité dans les saisons sombres de l'automne, de l'hiver, et qu'il existe ce rituel d'Halloween où tous les démons sortent pour une soirée, eh bien il existe aussi cette obscurité et ces démons à l'intérieur de nous-mêmes. Et dans cet épisode, je t'invite à apprendre à danser avec ces démons. À danser avec les fantômes, avec les sorcières, avec les morts-vivants, avec les monstres intérieurs, plutôt que d'essayer de les réprimer à tout prix. Ils ne te veulent pas du mal, ils veulent simplement se réintégrer dans la psyché pour t'apporter plus de complétude, de conscience et de paix. Selon Jung, réintégrer son ombre est la seule manière d'atteindre ce qu'il a appelé l'individuation, qui est la maturation de la psyché, pour devenir un être plus complet et qui est véritablement libre de ses choix, et qui n'est plus uniquement régi par son inconscient. Et je pense honnêtement que si tous les êtres sur cette terre commençaient par essayer d'atteindre plus de complétude intérieure plutôt que d'essayer de la contrôler à l'extérieur, alors le monde se porterait sans doute mieux. Et je finis cet épisode avec les mots de Carl Jung. On ne devient pas un être complet en restant dans la lumière, mais en acceptant aussi ses ténèbres. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a inspiré et qu'il t'a apporté des idées intéressantes. Et si c'est le cas, je t'invite à laisser 5 étoiles sur Spotify. Ce serait vraiment génial parce que ça peut vraiment m'aider à faire connaître ce podcast. Et ça m'encourage aussi à continuer avec mes épisodes. Que ce soit des notes sur Spotify ou bien laisser des commentaires. C'est toujours très sympa de pouvoir lire des commentaires de personnes qui ont écouté. Et puis j'ajouterais aussi que si jamais tu souhaites commencer un travail thérapeutique avec moi, eh bien je suis ouverte à des nouveaux clients et que tu peux prendre contact avec moi à travers mon site web et puis aussi à travers mon lien que j'ai mis sur YouTube et puis à la fin des épisodes, de la description des épisodes sur Spotify. Il y a un lien où tu peux prendre directement rendez-vous sur mon calendrier. Voilà, merci beaucoup à toi et bon Halloween!